Alors, je vous parlais de la dynamique de recours à l'hôpital des personnes âgées avec, comme ça vous a été présenté, avec un focus sur la comparaison entre les différents systèmes de santé en Europe. Le contexte que je vous propose est finalement assez bien connu, surtout ici, je suppose, hein, qui est d'abord le contexte d'un vieillissement global de la population. Donc on voit les pyramides des âges s'élargir vers le haut et être un peu étroites à leur base. Avec évidemment, alors je n'insisterai pas trop sur ces chiffres du contexte que vous connaissez bien. Les causes, on les sait, hein, c'est la longévité, la fertilité, et puis le passage des baby-boomers vers le vieillissement, et avec des conséquences démographiques, économiques et sociales relativement importantes. Donc ça, c'est relativement connu, ce phénomène de vieillissement, et beaucoup de travaux sont faits en économie, en santé publique, etc., sur ces causes et sur ces conséquences du vieillissement. Ce qui est un peu moins connu et qui nous pose des problèmes particuliers, c'est finalement l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité. Jusqu'aux années 2000 à peu près, la plupart des travaux semblaient indiquer une augmentation de l'espérance de vie qui allait de pair avec une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité. Autrement dit, sur toutes les années 1980-2000, tous les gains d'espérance de vie se faisaient finalement avec un temps en incapacité qui était le même. Or, depuis les années 2000, les travaux d'Emmanuel Cambois en particulier montrent que les années supplémentaires que nous prenons en vie sont des années qui vont aussi être en partie des années en incapacité. Donc le temps en incapacité a une tendance à augmenter et on passe finalement d'un modèle d'équilibre dynamique à la Menton à un autre modèle de population où finalement le temps en incapacité va augmenter. La vieille Europe, ce continent dont je viens, la vieille Europe continue à vieillir, avec en plus de cet effet de vieillissement, des doutes sur la réduction de l'incapacité. En tout cas, pas de signe clair aujourd'hui dans la littérature sur la réduction de l'incapacité. Les conséquences, de mon point de vue d'économiste, sont relativement importantes, à la fois lorsqu'elles sont sanitaires et sociales, lorsqu'il s'agit de concilier en termes de politique publique des aspects de travail et d'aide de personnes dépendantes. Donc si on reste plus longtemps en dépendance, eh bien, on va peut-être avoir des frictions sur le marché du travail pour faire rester les individus actifs alors qu'ils auront besoin d'aller aider leurs proches. Et puis des phénomènes mécaniques qui risquent de ne pas bien fonctionner, comme on nous l'a présenté en France, une augmentation de l'espérance de vie doit se traduire par une augmentation du temps en activité, donc un recul de l'âge de la retraite. Or, si le temps que l'on gagne est du temps en incapacité, cette transformation mécanique ne pourra pas avoir lieu. Au niveau économique, dans le sens les coûts que va engendrer ce phénomène de vieillissement avec incapacité, vous savez déjà que dans la plupart des pays en développement, l'augmentation des dépenses de santé est supérieure à l'augmentation du PIB. Donc on dépense plus dans la santé que l'on crée de richesse. Et on pense que les soins de long terme vont croître de 2% aujourd'hui environ du PIB à environ 4% sur la période 2010-2050. Donc un doublement des coûts liés au vieillissement, ce qui met nos systèmes de protection sociale, qui sont déjà malmenés, mais ce qui contribue encore à mettre nos systèmes de protection sociale sous tension. Alors face à ce risque majeur, les stratégies qui ont été développées au niveau européen et adoptées au niveau français sont de deux ordres. En tant qu'économiste, je vous les présente à la fois sur le côté de l'offre et puis sur le côté de la demande. On va d'abord essayer de rendre l'offre de soins moins coûteuse, c'est-à-dire mettre un peu plus de régulation dans le système. Alors en France, aujourd'hui, on a une lutte entre l'assurance maladie et l'État, qui semble être largement à l'avantage de l'État. Donc peut-être que la régulation va devenir une régulation non plus des partenaires sociaux au sein de l'assurance maladie, mais une régulation directe de l'État. Et une deuxième démarche qui consiste à trouver des poches d'efficacité, des poches de productivité pour gagner en efficacité dans le système. Alors ça a été le cas de la réforme de la tarification à l'activité. On a essayé de mettre ça en place pour améliorer la productivité à l'hôpital. Et puis aujourd'hui, on est en train de parler beaucoup d'amélioration du parcours de soins. Pour les personnes âgées, c'est l'initiative PAERPA,
en France, qui est l'amélioration du parcours de soins des personnes âgées. Du côté de la demande, on voudrait aussi pouvoir essayer de contraindre la demande, de contraindre l'expression d'une demande de soins sur le marché, sans toutefois perdre en santé. On pourrait très bien réduire la demande en ayant des effets très néfastes sur la santé. Ici, l'idée, c'est finalement de dire des individus en meilleure santé, par exemple, vont peut-être moins consommer de soins en mettant plus en place des politiques de prévention ou surtout de promotion de la santé qui, vous le savez, en France sont très peu usitées. Donc c'est un peu la logique de la politique de bien vieillir qui est mise en place en Europe et dans laquelle on pourrait croire que des investissements en promotion de la santé pourraient avoir des effets à moyen et long terme sur la réduction de la demande de soins. Et enfin, une démarche qui va m'intéresser ici plus particulièrement, qui est de contraindre la demande via un système d'adressage pour les soins secondaires, ce qu'on appelle en anglais un referral system. Je l'appellerai ici le système d'adressage, qui en fait reprend simplement le phénomène de gardien de la porte que joue le médecin généraliste ou les soins de première ligne. Donc on va essayer de prendre ce thème-là, de voir une comparaison européenne des systèmes, puisque l'Europe apparaît finalement comme un laboratoire avec autant de systèmes de santé différents sur un espace géographique finalement assez réduit et avec une histoire commune. Et donc on va essayer d'abord de dresser une carte un peu de l'Europe suivant les systèmes de santé et ensuite on va dérouler une problématique que je vous présenterai dans quelques instants. J'ai envie de préciser mon travail sur la question de l'hôpital pour plusieurs raisons, essentiellement parce que l'hôpital c'est peut-être le poste sur lequel on est en train le plus d'insister. Il représente 50% des dépenses totales de santé. Et puis, il est soumis à divers aléas de politique publique parce qu'il est difficile d'évaluer ou d'améliorer la productivité à l'hôpital. Et donc, on essaie de mettre en place des procédures en amont de l'hôpital pour éviter ces engorgements aux urgences et ailleurs avec des politiques de réduction des hospitalisations. Alors parfois vous entendrez hospitalisation évitable, il s'agira d'un concept plutôt médical. Moi je vous parlerai d'hospitalisation prévenable, c'est-à-dire essayer d'organiser autrement le système de soins pour que soient pris en charge les besoins. En particulier, je ferai référence à ce qu'on appelle le système d'adressage ici, qui a pour but un double objectif, qui est à la fois de réduire les coûts pour le patient dans sa recherche de soins sur le marché, et puis dans un deuxième temps, d'organiser le parcours de soins de manière cohérente et certainement plus efficace ou efficiente. Un des exemples typiques pour la France, c'est ce qu'on a appelé la réforme du médecin traitant, il y a de cela 10 ans, dans laquelle on pénalise financièrement les individus qui se rendent directement chez un spécialiste, sans passer par la case soins de première ligne. En Europe, différents systèmes existent, je vous l'ai dit. On en a dressé une typologie. Je m'inspire de 2 typologies qui ont été données par des amis et collègues, alors notamment Valérie Paris à l'OCDE, mais aussi tout ce comité d'experts à la Haute Autorité de Santé en France, la HAS. Okay. Alors dans le premier cas, la HAS, on a divisé les pays européens en 2 groupes, ceux qui ont un système d'adressage fort et ceux qui ont un système d'adressage faible. Et puis on est un peu plus fin avec l'OCDE, avec 3 groupes de pays, qu'on va classer différemment suivant la force qu'on va exercer sur la demande, suivant la force de la contrainte sur la demande. Okay. Alors voici les données de l'enquête Share qui nous permettent de comparer au niveau européen pour l'année 2011-2012 les taux d'hospitalisation suivant les différents types de pays. Alors j'ai choisi la représentation de la HAS parce qu'elle est plus simple à manipuler en 2 groupes seulement. Okay, donc on a 2 groupes de pays, ceux qui sont avec un système d'adressage relativement souple, dans lequel se trouve la France. Si vous voulez aller voir un spécialiste sans passer par le généraliste, vous pouvez. En revanche, dans les pays avec un système d'adressage beaucoup plus fort, vous voyez que vous n'avez pas le droit de vous présenter directement chez un spécialiste, vous devez passer par la case soins de première ligne. Alors si on compare en moyenne les taux d'hospitalisation, on voit que les pays qui ont un système d'adressage fort ont en moyenne, c'est la courbe en pointillé rouge ici, ont en moyenne un taux
ou des taux d'hospitalisation qui sont plus faibles que la moyenne des pays avec un système d'adressage relativement souple. Jusque-là, c'est assez standard, c'est vraiment ce qu'on attendait voir. On notera cependant que dans les systèmes où l'adressage est fort, il y a assez peu de variance entre les pays, c'est assez homogène, alors qu'il y a beaucoup plus de variance dans les pays avec des systèmes d'adressage partiels. Ça, c'est dû à la forme, on peut penser, du système propre à chaque pays. Voilà donc le premier résultat en coupe, pour se donner un peu une idée de ce qu'offrent ces systèmes d'adressage en Europe. On a deux groupes de pays avec des moyennes qui sont relativement différentes. Donc on peut se dire, finalement, voilà, le système d'adressage fait son travail, fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire finalement de permettre d'avoir des taux d'hospitalisation relativement faibles. Mais ce qu'on a envie de dire aussi, mais peut-être que cet effet n'est pas uniquement imputable à la variable système d'adressage, mais à d'autres variables, comme on peut en avoir au niveau macroéconomique. Alors si on représente la même figure non plus par taux d'hospitalisation, mais par, alors ici je vous prends un indicateur de santé qui est le nombre de maladies chroniques, le fait d'avoir plus de 2 maladies chroniques et le taux dans la population d'individus de 50 ans et plus qui ont au moins 2 maladies chroniques, eh bien on constate toujours une différence en moyenne qui est la même, avec peut-être un peu plus d'homogénéité entre les pays. Et on constate que les pays avec un système d'adressage plus souple ont des problèmes de santé plus importants, en tout cas des taux de maladies chroniques plus élevés que dans les pays où le système d'adressage est relativement fort. Donc on est un peu dérouté en regardant ces données-là, puisqu'on pensait avoir gagné, et puis on se dit qu'au fond, oui, le système d'adressage semble réduire les taux d'hospitalisation, mais les pays qui ont adopté les systèmes contraignants sont aussi les pays où la santé est la meilleure. Alors, on se dit, du coup, si les gens sont en bonne santé, ils vont moins consommer d'hôpital, ce qui explique que les choses vont dans ce sens-là. Alors, si vous discutez de ça avec des médecins ou avec des économistes à l'OCDE, dans la plupart des cas, la réponse c'est la conséquence des soins primaires. C'est parce qu'on a beaucoup misé sur les soins primaires et qu'on a à la fois une meilleure santé et une baisse des coûts. C'est ça que produisent en gros un système de soins primaires un peu mieux spécifié au niveau du pays. C'est un effet simultané, à la fois sur la santé, efficacité, et sur la baisse des coûts, donc efficience. Alors, on peut s'en convaincre en lisant une littérature clinique ou d'organisation des soins, ou de théorie des organisations, ou macroéconomique. Mais quand on regarde dans le détail, on a assez peu d'évidence, finalement, on a assez peu de travail statistique qui repose sur des données individuelles. Et c'est bien ce qu'on voudrait, en fait. On voudrait une comparaison en Europe de tous les systèmes avec une base fondée sur la décision individuelle de consommer du soin, de manière à pouvoir bien distinguer ce qui est dû à la santé de ce qui est dû à la contrainte du système. Et alors, des articles de recherche sur ce thème-là en Europe sont assez rares. Et ce que je vous propose, c'est finalement d'essayer de jeter un éclairage sur cette comparaison européenne, non plus en restant à un niveau agrégé macroéconomique ou à des niveaux parcellaires sur certains types de maladies, certains types de soins primaires, mais plutôt à un niveau global. Alors pour ça, je vais mobiliser les données de l'enquête SHARE, qui est l'enquête européenne sur le vieillissement, que j'ai eu la chance de produire pour la France quand j'étais à l'IRDES pendant 4 ou 5 ans. Donc c'est des données que je connais bien. Cette enquête concerne des individus qui sont enquêtés à domicile et suivis après en institution, des individus d'au moins 50 ans, que l'on suit dans le temps, tous les 2 ans, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, on a 4 vagues de l'enquête SHARE et la 5e devrait sortir très, très rapidement. Et c'est une enquête assez large où on a des données de santé qui sont mesurées mais aussi déclarées. Et on a des dimensions économiques et sociales qui sont relativement riches et qui nous permettent de traiter tout un tas de problèmes. De tout ce stock de données, environ 100 000 observations, je vais en tirer 2 échantillons. Le premier, un échantillon statique, celui de l'année 2011-2012, c'est celui que je vous ai présenté avec les taux d'hospitalisation, qui va concerner 10 pays,
que je vais suivre ensuite dans un deuxième échantillon, j'appellerai l'échantillon dynamique, qui est en fait un échantillon longitudinal, de ces 10 pays depuis l'année 2004. D'accord ? Donc on va amener l'analyse de ces différentiels d'effets du système d'adressage dans les mêmes 10 pays, à la fois en coupe, donc on va regarder les différences dans les taux d'hospitalisation, et dans un deuxième temps, on va regarder les différences dans les taux d'évolution du recours à l'hôpital. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces données, ce qui est intéressant ici, dans une comparaison européenne. Je vous donne ici plus d'intuition, ou en tout cas, ce sera écrit pour ceux qui ne peuvent pas être là, hein, vous aurez la méthode un peu plus détaillée. Hein. Donc on est toujours pareil, hein, sur des différences de taux ou des différences de pente, mais dans tous les cas, ce qu'on veut isoler, hein, c'est l'effet de la santé. Et on veut voir qu'est-ce qui reste de l'effet du système une fois qu'on a égalisé la santé et les revenus et les dimensions sociales, hein, que tout ça est identique pour tout le monde. Est-ce qu'il reste un effet véritable du système, à la fois en coupe, mais aussi en dynamique. Donc voilà ce qu'on va regarder. Sans plus attendre, je vous sors immédiatement le premier résultat hein, que vos étudiants de troisième année pourraient faire avec un modèle logit simple. Moi, j'utilise un modèle Probit parce que j'ai besoin d'un modèle Probit dans une deuxième étape. Donc, en guise de comparabilité, je vous donne ça. Alors, en colonne, on va trouver d'abord la répartition des pays par type d'adressage. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai mené des régressions logistiques, hein, si vous voulez, ou des Probit en tout cas, donc des modèles à variable dichotomique, dans laquelle la variable dépendante est est-ce que vous êtes allé à l'hôpital au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous y avez passé la nuit hein. Les individus répondent, et je regarde ces différences dans les taux de recours à l'hôpital suivant l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, toute une batterie d'indicateurs de santé que je vais vous présenter. Et ensuite, je rajoute des variables économiques. Et puis, une variable qui va m'intéresser, qui est la variable est-ce que votre pays est dans un système à adressage fort ou adressage faible. C'est une variable dichotomique. Et je m'intéresse à la valeur de cette variable dichotomique ici, pour les pays qui ont un système d'adressage fort. Et on voit bien qu'une fois corrigés les effets d'âge, de sexe, de santé, des effets économiques et d'éducation, eh bien, on a toujours un effet différentiel, donc des taux d'hospitalisation corrigés de la santé, etc., qui sont toujours plus faibles pour les pays à fort référentiel. Donc on retrouve ce qu'on avait vu sur les premières figures, mais cette fois corrigé de l'effet santé, économique, etc. Si je prends une autre mesure du système d'adressage, eh bien j'ai les mêmes résultats et j'ai même un gradient qui me permet de voir que plus le système d'adressage est fort, et plus les taux d'hospitalisation corrigés de tous les effets santé, économique, etc., sont plus faibles. Donc il semble que ces premiers travaux descriptifs nous montrent bien ce qu'on a vu dans la littérature par ailleurs, macroéconomique ou plutôt d'organisation des soins, que finalement le système d'adressage semble bien jouer son rôle, que plus celui-ci contraint la demande et que plus les taux d'hospitalisation sont bas. Maintenant, regardons l'effet sur la dimension dynamique, non plus sur les différences de taux entre les pays, mais comment ces taux évoluent dans le temps. Alors, je n'ai pas représenté ici tous les pays, je vous présente juste la moyenne pour tous les pays, les 10 pays que je considère ici. Chaque point représente une vague d'enquête. Je n'ai que 3 points parce que la troisième vague d'enquête représente une enquête rétrospective, donc sur qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie depuis votre naissance, etc. Et on ne relève pas toutes les questions qu'on relevait dans les enquêtes longitudinales standards. Alors, sur la partie gauche, pour vous de l'écran, je représente les taux d'évolution, donc ici les prévalences et ensuite l'incidence de la consommation de soins, les visites à l'hôpital, mais aussi les visites chez le généraliste et les visites chez le spécialiste. Et sur la partie droite de l'écran, je représente divers indicateurs de santé que j'ai pu recueillir dans Cher. Donc vous voyez, j'ai fait même une variable qui est par analyse factorielle qui représente une synthèse un peu de toutes les variables qu'on peut utiliser. Donc il y a un peu de tout, il y a de la santé perçue, il y a des limitations fonctionnelles, il y a de la fragilité, il y a aussi de la dépression, etc. etc. Donc, et les maladies chroniques aussi, voilà, que j'ai appelées multimorbidité. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il semble aller de pair ensemble une évolution de la consommation de soins,
pour les mêmes individus que je suis dans le temps, donc qui vieillissent, avec une dégradation de leur état de santé. D'accord ? Ce qui va m'intéresser, c'est essayer de voir si ce qui reste finalement de cette tendance naturelle au recours à l'hospitalisation, une fois que j'ai purgé cette tendance de tous les effets santé possibles. Okay ? Donc même démarche que pour un travail en couple, mais cette fois en dynamique, non plus sur les taux, mais sur les différentiels de pente. Alors ça ne se fait pas aussi facilement, parce que là on a de vraies difficultés méthodologiques à analyser des phénomènes dynamiques. Pourquoi ? Parce que notamment, quand on s'intéresse au taux d'hospitalisation, en tout cas au recours à l'hôpital, eh bien il faut prendre en compte ce qu'on appelle la dépendance d'état, c'est-à-dire le fait que ma consommation aujourd'hui d'hôpital, le fait que je recours aujourd'hui à l'hôpital, est en partie due, chez les personnes âgées, au fait d'avoir déjà consommé de l'hôpital la fois précédente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une forme de continuité dans le recours à l'hôpital, qu'à partir du moment où vous y mettez le pied, eh bien, vous avez tendance à y revenir plus souvent. Alors, je suis agnostique sur les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Voici celles qui sont invoquées. La première, c'est évidemment la dépendance iatrogène. Donc, vous rentrez à l'hôpital et puis vous avez des complications dues à l'organisation du système à l'intérieur de l'hôpital et vous recourez régulièrement à celui-ci. La deuxième hypothèse, c'est celle du soin long. La santé est une dimension longue qui s'inscrit dans le temps et qu'on ne guérit pas un cancer en 15 jours. Il y a donc une dimension temporelle relativement longue qu'il s'agit de prendre en compte. Et enfin, la troisième hypothèse pour expliquer cette dépendance d'état, ce recours régulier à l'hôpital, qui est une des favorites des économistes, qui est l'hypothèse de demande induite. Le médecin a un 4x4 et un RV à financer, plus une piscine et une motoneige peut-être dans votre cas. Donc quand vous allez à l'hôpital voir un spécialiste, il vous dit pour être bien sûr que votre santé s'améliore, revenez me voir de manière régulière, je vous ferai un suivi permanent. Alors, je ne sais pas laquelle des trois est vraie, je ne sais même pas dans quelle proportion elles peuvent se hiérarchiser, mais en tout cas, c'est ce qu'on sort comme hypothèse aujourd'hui pour expliquer ce qu'on a déjà observé par ailleurs, ce recours régulier à l'hôpital des personnes âgées. Deuxième difficulté, quand on regarde le recours à l'hôpital en dynamique, on n'est jamais vraiment satisfait dans l'estimation du modèle par uniquement la consommation hospitalière. D'abord parce que le recours à l'hôpital s'explique par d'autres dynamiques, comme aller voir son généraliste dans certains pays d'abord, avoir vu peut-être des spécialistes en ambulatoire, et puis la période d'après, ou même à la même période, se retrouver à l'hôpital. Il s'agit donc de prendre en compte un recours aux autres formes de soins qui peuvent s'avérer complémentaires du recours à l'hôpital, mais aussi substituables. Parce que dans certains pays d'Europe, les spécialistes sont à l'hôpital, il n'y a pas de spécialistes en ambulatoire, surtout dans les systèmes où le référentiel, où le système d'adressage est fort. Et donc dans ce cas-là, on va mesurer certainement un effet de substitution, puisque chacun de mes taux de recours à l'hôpital sera également comptabilisé comme un taux de recours chez le spécialiste. Donc il s'agit de bien spécifier le modèle, et ensuite il va s'agir aussi, toujours dans cette logique d'avoir un modèle qui tienne la route, sur lequel on peut avoir confiance, de bien capturer la santé pour éviter les effets confondants, pour que le recours au spécialiste soit une mesure de recours et non pas une mesure de santé. Alors les économistes qui ont travaillé sur ces questions-là, une qui est une amie à moi qui s'appelle Jennifer Cohn, qui a publié son papier dans Health Economics en 2013, qui suggère d'utiliser un modèle récursif qui a cette tête-là, où notre variable dépendante, ici Y, indicée IT, I pour l'individu, T pour le temps, cette variable-là, qui est le recours à l'hôpital, donc qui est dichotomique, 0,1, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital au cours des 12 derniers mois, oui ou non, est expliquée par elle-même à la période précédente. Donc ça, c'est le phénomène de recours régulier. Et puis, par une série de variables contemporaines. Je vais à l'hôpital aujourd'hui parce que, indépendamment du fait que j'y sois allé hier, j'y vais aujourd'hui parce que j'ai un problème de santé, par exemple, aujourd'hui, que je n'en ai pas hier.
Comme il s'agit de modèles de panel, donc de modèles qui utilisent la différence première, donc je vais travailler sur des inobservables, je peux décomposer ce que j'appelle ici mon effet fixe individuel, et je vais le décomposer à la Mundlach-Chamberlain. Donc ça, c'est une petite méthode qui a beaucoup de propriétés, qui nous permet de bien spécifier les conditions initiales, donc l'état de santé avant de rentrer dans la cohorte, qui pourrait avoir un effet de sélection majeur, et qui pourrait aussi nous intéresser si on voulait décomposer les taux par âge, sexe, niveau d'éducation, etc., etc. Ici, je m'en sers simplement pour mesurer un modèle probit en dynamique, chose qui n'est pas possible de faire par effet fixe. Donc, c'est un complément à l'effet fixe. En fait, ici, c'est une méthode qui me permet de retrouver des effets fixes et donc d'être bien sûr que ces coefficients-là sont des coefficients de pente. C'est bien ce que je veux, c'est bien ce que je veux mesurer. Alors, voici les résultats. Je vous laisse une seconde pour prendre connaissance de cet environnement. Je vais avoir ici, dans cette colonne-là, les coefficients qui seront des effets marginaux, donc qui s'interprètent comme des gains en pourcentage de probabilité. Et ici, je vous ai reporté les écarts types qui sont corrigés de l'hétérocélasticité. Dans mon modèle dynamique, avec ma décomposition à la Chamberlain, je peux toujours inclure des variables qui vont décomposer non pas les dynamiques, mais les taux. C'est la première que j'ai, qui est ma variable de système d'adressage, qui ici s'interprète comme un différentiel de taux d'hospitalisation. C'est la seule à peu près qui va se mesurer comme une différence de taux. Toutes les autres peuvent être perçues comme des variables dynamiques. Première chose que je veux faire, c'est voir si la santé, ou la dynamique de santé, explique mon recours à l'hôpital de manière à purger la variance de mon recours à l'hôpital de tous les effets santé possibles. Alors, je n'ai pas lésiné, j'ai mis toutes les variables de santé que je pouvais avoir. J'ai fait le même pour éviter la multicollinéarité avec une variable par analyse factorielle. Okay. Les résultats sont strictement les mêmes. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe qu'aujourd'hui, les personnes qui consomment le plus de soins de manière régulière, donc les gens qui ont des taux d'évolution de recours à l'hôpital sont des gens qui ont des problèmes de santé qui s'accélèrent, ce sont des gens qui ont de plus en plus de difficultés en santé, qu'il s'agisse d'une augmentation de leur niveau de fragilité, qu'il s'agisse d'une déclaration plus dure de leur santé perçue, qu'il s'agisse de se découvrir plusieurs maladies chroniques, qu'il s'agisse d'être de plus en plus limité dans le temps, ou bien qu'il s'agisse d'avoir des symptômes dépressifs de plus en plus profonds à mesure que le temps passe. Eh bien, la dégradation dans le temps de mon état de santé explique mon recours supplémentaire à l'hôpital. Ça, on s'y attendait, on l'a isolé. Deuxième série de variables, je veux aussi contrôler dans mes déterminants du recours en dynamique à l'hôpital des autres formes de soins qui pourraient être complémentaires ou substituables au recours à l'hôpital, notamment visiter un généraliste ou un spécialiste. Dans les deux cas, on voit bien que les deux mesures sont liées. Lorsque je consomme du soin à l'hôpital, eh bien, en général en Europe, je consomme du spécialiste et du généraliste. Troisième type de confondant que je voudrais isoler, un confondant économique sur les aspects financiers. Est-ce que vous avez une contrainte financière qui s'allonge ou qui devient plus dure dans le temps ? On voit qu'elle n'a aucun effet sur le recours à l'hôpital, vraisemblablement parce que l'hôpital, c'est on va dire en économie, le prêteur en dernier recours. Quand vraiment vous avez un problème de santé, vous pouvez aller à l'hôpital. Les conditions initiales ici que je garde, donc ça c'est juste un détail technique que je ne commenterai pas, mais qui me permet de spécifier mon modèle dynamique. Mais en tout cas, vous voyez qu'elles sont significatives pour l'ensemble. Ce qui m'intéresse ici, c'est de bien capturer la dynamique de recours. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai bien une dynamique de recours. Les individus qui vont à l'hôpital aujourd'hui sont ceux qui ont plus de chances d'y aller demain, à cause de ces trois hypothèses que je ne connais pas, mais en tout cas, on voit cette dynamique-là, elle est relativement importante. Et puis, je m'intéresse aussi à la consommation passée de soins. Est-ce que si hier, je suis allé chez le généraliste ou le spécialiste, est-ce que j'ai plus de chances de me retrouver à l'hôpital aujourd'hui ? Et on voit qu'il y a un effet négatif du spécialiste. C'est un effet qui est attendu. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, les spécialistes dans les systèmes de référal très forts ne sont pas en ambulatoire, sont très souvent à l'hôpital. Et donc, le signe moins ici,
vient simplement signifier un effet de substitution qu'on attendait et qui me permet de me dire j'ai confiance dans mon modèle, tous les phénomènes que je pensais qui pouvaient jouer sur ma mesure du recours à l'hôpital sont isolés, comme on le retrouve dans la littérature. Alors ce qui va m'intéresser, une fois que j'ai bien purgé mon modèle de tout ce que je voulais, c'est ce que j'appelle mes effets fixes individuels, mes effets fixes temporels. Qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai tout contrôlé, donc ici tous les effets fixes individuels, donc âge, sexe, niveau d'éducation, n'ont aucun effet sur les pentes. Ils sont isolés. Les seules variables qui pourraient avoir de l'effet dans le temps sont celles-ci, que j'ai contrôlées. J'ai aussi fait des tests d'exogénéité pour voir s'il me manquait des variables. Ça n'est pas le cas. Ça veut dire que si je rajoute d'autres variables, elles ne changeront pas les signes de mes variables. Donc j'ai relativement confiance dans mon modèle. Et je regarde cette variable-là, qui est ma variable dichotomique de temps, qui passe entre les différentes vagues. Celle-ci me permet de mesurer une espèce de évolution naturelle du taux d'hospitalisation. Et je vois que, une fois que j'ai contrôlé de tout ce qui pouvait expliquer mon recours à l'hôpital, ma santé, mes conditions économiques, mon recours à d'autres formes de soins, je n'ai pas de tendance isolée, je n'ai pas une tendance qui pourrait être une évolution naturelle du taux d'hospitalisation, qui serait uniquement lié à l'âge. Ici, on peut décomposer l'effet génération de l'effet âge. C'est bien ce qu'on a ici, uniquement l'effet âge. Et ce qui va m'intéresser, ça va être de décomposer cet effet-là entre les pays qui ont un système de référal fort et ceux qui ont un système de référal faible, pour voir si, est-ce que les pays qui ont un système d'adressage plus fort conservent cet effet-là. Et il ne me semblerait pas impossible que les pays qui ont un système d'adressage plutôt faible, on trouverait une variable plutôt significative ici, c'est-à-dire une forme de taux d'évolution naturelle de l'hospitalisation. Donc je décompose, alors j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu mettre des interactions, je préférais décomposer les deux modèles pour que ce soit plus clair. Qu'est-ce qu'on compare d'abord? On voit que finalement, dans les deux pays, ce taux de recours à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, la dépendance iatrogène ou quoi que ce soit, mais ce taux de recours à l'hôpital est à peu près le même. Il est autour de 5 points de pourcentage, quel que soit le système. On a fait des tests complémentaires plus forts. Il n'y a pas de différence dans le recours régulier à l'hôpital entre les types de systèmes. Okay. Ça veut dire que quand on met le doigt dans l'engrenage hospitalier en Europe, quel que soit le système d'adressage, eh bien, on a une probabilité à peu près comparable entre tous les individus. On retrouve l'effet, les spécialistes ne sont présents que à l'hôpital uniquement dans le système où l'adressage est fort. Donc j'ai bien isolé cet effet, je suis content. Il est non significatif dans le système où le référentiel est plus souple, parce que là j'ai des spécialistes qui sont aussi en ambulatoire. Donc jusque-là, mon modèle me semble tenir des résultats cohérents. Et je m'intéresse, je vous l'ai dit, à cette évolution temporelle, donc cette tendance qui n'est pas expliquée par de la santé ou par du recours aux soins. Donc une autre forme, une forme naturelle, on va dire, d'évolution du taux d'hospitalisation, qui est complètement jugulée dans les systèmes où le référentiel est fort, et qui existe, et qui joue de manière positive, donc qui contribue à l'augmentation du taux d'hospitalisation, dans les systèmes où le référentiel est plus léger. Okay. Donc on retrouve en dynamique, ou en tout cas on met en évidence en dynamique, des phénomènes qu'on supposait vrais en statique. Dans ce cas, la conclusion que je vous propose, c'est que finalement l'effet attendu du système d'adressage nous semble être vérifié à la fois en statique et en dynamique. Les données sont... on trouve des différences significatives. Donc les systèmes où le système d'adressage est fort, eh bien ces systèmes-là semblent mieux juguler l'évolution du taux d'hospitalisation dû au vieillissement. Ces résultats sont concordants, qu'on utilise une dichotomie des pays européens, ou bien qu'on les sépare en 3 groupes. Dans les 3 groupes, on va trouver un gradient également. Deuxième idée sur les résultats, deuxième apport du travail. Des marges de mesure sont possibles à la fois
en concernant le système de santé, mais aussi autour de la politique de santé en général. On retrouve des résultats trouvés sur des cohortes anglaises que le recours à l'hôpital a une dimension chronique chez les personnes âgées. On y va de manière régulière. Je vous ai donné les 3 hypothèses. Pour l'instant, on ne sait pas tester, on ne sait pas laquelle explique ce retour. Il y a des papiers en France qui montrent que la dépendance iatrogène explique 10% du recours régulier à l'hôpital. Okay. Ce qui est intéressant pour les économistes, c'est que dans le cas de la dépendance iatrogène, les patients et les médecins ont tous les deux la même incitation de collaborer pour réduire ces taux-là. C'est peut-être une pièce importante de la stratégie de politique de santé que de réduire la dépendance iatrogène. Les économistes nous disent eh bien, les frictions ou les effets de lutte ou de pouvoir vont se diminuer puisque les deux vont travailler en coopérant. Donc il y aura moins de coûts à réduire la dépendance iatrogène que d'autres. Deuxième résultat complémentaire, la dégradation de l'état de santé. Et là-dessus, je mettrai l'accent sur la mesure de la fragilité, qui est une mesure relativement nouvelle de l'état de santé des personnes âgées, qui a été beaucoup traitée ici par François Bellan et tout le travail fait autour de Solidage. Cette variable de santé est un des principaux déterminants de l'augmentation du recours à l'hôpital chez les personnes âgées. Donc on a un nouveau marqueur de l'état de santé qui est extrêmement prédictif de l'entrée à l'hôpital et qui est pris très au sérieux en France, notamment au Gérontopole de Toulouse, mais aussi dans les gérontopoles ailleurs, par exemple en Île-de-France ou en Bourgogne-Franche-Comté. Dans tous les cas, ce dernier point plaide certainement pour une politique de santé complémentaire à ce que pourrait être l'amélioration du système de santé. En conclusion, et je m'arrêterai là, les deux optiques qu'on avait envisagées dès le début trouvent du matériau dans le travail empirique. On peut contenir la demande sans perdre en santé à condition de bien vouloir réformer les systèmes d'adressage. Donc il y a de l'espoir dans cette ligne-là. Et bien entendu, vous l'avez compris, ma remarque liminaire du combat entre l'assurance maladie et l'État porte ça en germe. En France, il va y avoir d'énormes enjeux de pouvoir autour de la régulation. Et deuxième idée, on peut aussi essayer de gagner en santé pour réduire la demande avec deux initiatives, l'une vraiment médicale et l'autre plutôt sociale. L'initiative médicale, c'est celle du Gérontopole de Toulouse qui consiste à dépister les personnes fragiles lors du premier entretien avec le médecin généraliste. Dans ce cas-là, on peut mettre en place toute une chaîne de production de soins, un parcours de soins organisé. Mais pour l'instant, on ne connaît pas le coût de ces actions-là. Les premiers travaux montrent environ un surcoût de la fragilité en soins ambulatoires de 4 000 € par personne et par an pour les fragiles. Je suis plutôt intéressé par des initiatives qui sont menées par l'action sociale de l'assurance vieillesse en France, notamment avec la création d'une grille qui s'appelle la grille Fragir, qui est une grille de détection de la fragilité en population générale par des non-spécialistes, donc n'importe quelle personne pourrait faire passer cette grille Fragir, de manière à pouvoir cibler peut-être un peu mieux l'action sociale de la CNAV, ou en tout cas évaluer son influence au cours du temps. Je vous remercie, je m'arrête là.